Une eau turquoise a coupé le souffle, des plages de sable fin immaculé et une nature largement préservée. Bienvenue dans l'archipel de Bazaruto. Ces touristes européens ont fait plus de 8000 km pour découvrir ce petit paradis au large du Mozambique. Le spectacle ne se fait pas attendre bien longtemps. À peine arrivé, le comité d'accueil est au rendez-vous. Des dugongs, mammifères emblématiques de l'archipel, pouvant mesurer jusqu'à 4 mètres de long, viennent saluer les visiteurs. Oh, c'est magnifique. Is it your first time to see it? Yeah, Lucky you are. first time, yeah. 250 dugongs vivent dans ces eaux. On ne trouve cet animal quasiment nulle part ailleurs sur les côtes africaines. Si des espèces comme celle-ci prospèrent à Bazaruto, cela n'a rien d'un hasard. L'archipel est protégé depuis 1971. C'est une aire marine protégée. C'est donc un endroit unique pour plonger. Car toutes les espèces sont bien conservées. Les pêcheurs n'ont pas le droit de pêcher partout. Alors, pour observer de plus près cette faune marine extraordinaire, il faut se mettre à l'eau. Une heure à flotter dans l'un des écosystèmes les mieux préservés du monde. Les visiteurs en prennent plein les yeux. Yeah, turtles. Des tortues. On a vu des requins. Ça fait un peu peur. Scary. La beauté de Bazaruto s'observe aussi depuis son plus haut point. Une petite ascension largement récompensée. Blue oceans. L'océan est d'un bleu splendide, le sable blanc. Et l'île est incroyablement verte. Mais cet Éden n'est pas fait pour tous les portefeuilles. Pour y passer la nuit, il faut compter 10 000 $ dans les hôtels les plus luxueux. Suite avec vue, mobilier et design, piscine privée à même la plage. Des établissements qui ne sont qu'une facette d'un pays au potentiel touristique encore largement sous-exploité. C'est une destination peu connue du grand public, le Mozambique. Avec plus de 2500 km de sable blanc bordant l'océan Indien, un climat agréable quasiment toute l'année et des safaris sur terre ou dans l'eau. Le pays a tous les ingrédients d'un décor de carte postale. Pourtant, la destination attire à peine 1 million de touristes chaque année. Un chiffre en passe d'augmenter. Les ambitions sont claires, faire passer la part du tourisme dans le PIB de 4 à 6% d'ici la fin de la décennie. L'État table sur la création de 8000 postes d'ici 2029, passant le total à 22 000 emplois. Création de lodges, de restaurants, travail de préservation des atouts naturels, nous vous emmenons à la découverte de ce trésor caché d'Afrique australe. À moins de 2 heures de la capitale, le parc national de Maputo. Il figure parmi les attractions phares du pays et offre un spectacle rare. On peut y observer les plus grands mammifères marins, mais aussi terrestres. Aujourd'hui, plus de 400 éléphants se promènent dans la région, côtoyant girafes et zèbres. Pourtant, il y a encore quelques années, tout restait encore à faire. Une guerre civile a frappé le pays pendant 16 ans. Beaucoup d'animaux ont été tués ou ont fui durant cette période. Cela a eu un lourd impact sur toutes ces espèces. Buffles, antilopes, élans, impala, nyala, waterbug.
Le parc a dû réintroduire ces espèces. On a mis beaucoup de ressources, des rangers notamment. Cette protection a permis de voir le nombre de ces animaux réintroduits fortement augmenter. 15 ans après le début de ces réintroductions, le parc de 170 000 hectares compte plus de 13 000 animaux. Pour le directeur du parc, c'est une réussite pour l'écologie, mais aussi pour le tourisme, car ce parc attire aujourd'hui de nombreux visiteurs. La première intention a toujours été de rétablir la balance écologique, mais l'impact pour le parc est également de pouvoir proposer un produit que les touristes veulent visiter. Comme le dit un vieux dicton en Afrique, quand ça paie, ça reste. Une journée de safari est facturée au moins 150 000 francs. Le parc accueille entre 800 et 2000 visiteurs chaque mois. Une affluence encore loin des grands parcs des pays voisins qui peuvent en accueillir 100 fois plus. Mais avec une croissance des visites d'en moyenne 20% chaque année, les gérants du parc pensent atteindre prochainement l'équilibre financier. Pour faire tourner le parc, les rangers veillent sur les habitants des lieux grâce notamment à des colliers GPS. Là, ce sont des éléphants. Là, c'est un autre éléphant avec un collier. L'objectif, c'est de les surveiller, savoir où ils vont et comment ils vont. Par exemple, si on découvre qu'un collier n'est plus actif, on saura qu'il est arrivé quelque chose, que l'éléphant est mort ou a été tué. Sur le terrain, l'une de leurs priorités est de s'assurer du bon état de la barrière qui encercle presque l'intégralité du parc. L'équipe s'arrête à la moindre anomalie. À cet endroit, la clôture est encore marquée par le passage d'éléphants. Comme on peut le voir, les endroits où les poteaux sont plus petits, ils ont été cassés par les éléphants et il faut les remplacer. C'est souvent à ces endroits que les éléphants veulent sortir. Mais maintenant, nous avons donc mis cette clôture électrifiée. Cet environnement luxuriant est l'une des richesses mozambicaines. Les acteurs de tourisme l'ont bien compris et misent de plus en plus sur cet atout. Une nature préservée, synonyme d'opportunité. Entre les palmiers et les dunes, cet écologe a été construit en harmonie avec son environnement jusqu'aux matériaux utilisés pour sa construction. Voilà une chambre déjà préparée. Le toit est fait de makuti. Le makuti est fait à partir des feuilles de palmier. C'est fabriqué par des locaux. Il faut débourser au moins 110 000 francs pour une nuit dans cet écrin de calme. C'est toujours calme. Les visiteurs, nos clients aiment généralement cet endroit car c'est très calme. Les visiteurs viennent surtout pendant les vacances en hiver. C'est la saison la plus active. Un cadre idyllique, local, c'est ce que viennent chercher les clients de cet établissement haut de gamme. Mais s'installer ainsi en pleine nature, c'est aussi faire face à des défis, car à plusieurs kilomètres de la première route goudronnée, les réseaux d'eau et d'électricité sont inexistants. Il a donc fallu installer un système autonome. Il y a 28 panneaux solaires. Cela alimente le lodge en énergie. Et cela pour les pompes qui acheminent l'eau depuis des réservoirs. Tout l'établissement est alimenté par ces panneaux solaires. Et pour la nuit, des batteries prennent le relais. Ces 4 batteries sont chargées par les panneaux durant la journée. Donc la nuit, on utilisera l'énergie de ces batteries.
Montant total de l'investissement pour construire ce lodge, plus de 300 millions de francs CFA. Les deux couples, à l'origine du projet, vivent entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Alors, quand elle n'est pas sur place, Angela Naumann s'entretient avec les équipes du lodge par visioconférence. Est-ce que tout va bien? Les clients suisses sont satisfaits? Oui, ils profitent de leur moment. Vous les avez amenés à Tofo hier. Oui, ils ont fait un tour en bateau et ils ont vu un requin-baleine. Ils ont eu de la chance. Fantastique. Pour se lancer dans un tel projet, au milieu d'une nature complètement vierge, il a fallu compter sur l'appui des populations locales. Angela et ses partenaires ont formé et recruté une quinzaine de personnes des villages avoisinants. Selon elle, pas de doute, le pays va devenir une destination de premier plan. Pour lancer un tel projet au Mozambique et en Afrique en général, en tant que non-résident du pays, il faut avoir une vision et inclure les populations locales. Sinon, ça ne va pas marcher. Et concernant l'aspect écologique, il suffit d'y passer quelques jours pour se dire qu'on ne voudrait pas y construire des pylônes en béton, simplement car ça ne s'intégrerait pas au paysage. Ça n'est pas viable et ça ne serait pas passé auprès des populations locales que nous avons voulu intégrer au projet. Ce potentiel touristique du Mozambique, ils sont nombreux à y croire. À 100 km plus au sud, sur la plage de Barra, dans la province d'Inhambane, ce couple de Français a choisi de s'installer ici et de monter un restaurant il y a plus de 10 ans. Là encore, tout est local. Les produits de la mer arrivent à même la plage par la porte de service. Bonjour, montrez-moi ce que vous avez. Apportez-moi une bassine, on va les peser. Ça fait 2 kilos, il n'y en a pas beaucoup. Demain, il en faut plus. Ok? Des plats signature avec des produits frais vendus en moyenne entre 15 000 et 20 000 francs. On travaille qu'avec des pêcheurs locaux. Là, il y a un petit bateau derrière, c'est juste, c'est notre bateau, on a un moteur. Et en fait, dès qu'on a besoin de poissons, ils prennent notre bateau, notre moteur, ils vont pêcher et on leur paye le poisson. Pour avoir toujours du poisson et du poisson frais. On a un jardinier qui nous fait aussi nos légumes. Et on veut que des produits locaux, on ne veut pas être dépendant des importations. En terrasse, touristes et habitués semblent conquis. Pour moi, Green Turtle est le meilleur restaurant au Mozambique. L'emplacement directement sur la plage et les fruits de mer sont très frais. Une expérience qualitative, pas encore la norme dans le pays. Loin de regretter son voyage, il reste encore beaucoup à faire selon ce client. Il n'y a pas grand-chose de fait pour promouvoir le Mozambique. C'est une très bonne destination. La plupart des personnes qui y passent en tombent amoureux et finissent par revenir, explorer d'autres coins du pays. Mais ce n'est pas facile de se déplacer en voiture. Et les billets de vol intérieurs ne sont pas donnés. Je pense qu'il pourrait définitivement y avoir plus de choses de faites pour attirer davantage de touristes au Mozambique. Sur la table d'à côté, cet habitué installé dans le pays est quant à lui optimiste sur la croissance du tourisme. Quand je vois le développement de la côte et tout l'argent qui est investi, ça va devenir un paradis. On doit juste le garder un peu pour nous, parce que si tout le monde débarque ici, ça sera plus pareil. Mais quand je vois ce qu'ils font à Barra, Tofo, c'est incroyable. Au-delà des investissements, les autorités mozambicaines cherchent aussi à faciliter l'entrée sur le territoire. Un peu plus de 10% des touristes proviennent de pays situés hors du continent africain. Pour stimuler cette dynamique, le Mozambique a supprimé l'obligation de visa pour les ressortissants de 20 pays comme les États-Unis, le Canada, la France ou encore le Japon. Une décision qui s'ancre dans l'objectif de devenir une destination de premier plan sur le continent.
Au large des côtes tanzaniennes, c'est un archipel paradisiaque dont la renommée a depuis bien longtemps fait le tour du monde. Zanzibar et ses 75 îles de rêve au beau milieu de l'océan Indien. Chaque année, près de 400 000 touristes viennent se prélasser sur ces plages de sable blanc ou plonger dans ces eaux cristallines. On y trouve une biodiversité parmi les plus riches de la planète. Une barrière de corail classée réserve marine protégée où la pêche est interdite à certains endroits. 400 espèces vivent ici, dont la plus connue d'entre elles, les dauphins. Mais ces paysages de carte postale ne sont pas les seules merveilles de Zanzibar. Dans les terres se trouve un autre trésor, les épices. Curcuma, noix de muscade, cannelle, mais surtout la plus célèbre d'entre elles, le clou de girofle. Le clou de girofle, c'est l'or noir de Zanzibar. Jusqu'au développement du tourisme il y a une trentaine d'années, c'était même la principale ressource de l'archipel. Aujourd'hui encore, elle fait vivre plus de 6000 agriculteurs et leurs familles. Depuis Zanzibar, le clou de girofle est exporté dans le monde entier où il se vend à prix d'or, jusqu'à 80 € le kilo en Europe par exemple. Made in Africa vous emmène à la découverte du trésor de Zanzibar, le clou de girofle. Première étape de ce voyage, l'île de Pemba. Pour s'y rendre depuis Stone Town, la capitale de Zanzibar, il faut embarquer à bord de ce petit avion et survoler pendant 1 heure ces eaux aux 1000 nuances de bleu. C'est à Pemba que se trouvent la plupart des plantations de girofliers de l'archipel. Ici, pas de grande exploitation, seulement des petites parcelles cultivées par quelques 6000 agriculteurs. Issa est l'un d'entre eux. Comme tous les matins, il se rend sur sa plantation, héritée de son grand-père. C'est ici que commence ma plantation. J'ai des girofliers de ce côté-là, par ici aussi. Et là-bas, il y a des jeunes pieds que je viens de planter. Cet agriculteur de 67 ans possède environ 300 pieds de girofliers. Des arbres qui peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de haut et donner jusqu'à 6 kilos de clous de girofle par an. La prochaine récolte aura lieu dans 4 mois. Une récolte périlleuse, car Issa devra monter tout en haut, cueillir la précieuse épice. Pour l'heure, les clous de girofle ne sont pas arrivés à maturité. Pour s'assurer que la production sera bien au rendez-vous, chaque jour, Issa passe de longues heures à entretenir ses girofliers. Sur sa plantation, ce sont eux qui lui permettront de faire vivre modestement sa famille. Ici, j'ai des cocotiers, des plants d'ananas, du manioc, ou des jacquiers, des manguiers aussi. Mais ce qui me rapporte le plus d'argent, c'est le clou de girofle. À côté de cette épice-là, mes autres cultures ne me rapportent pas grand-chose. À l'avenir, j'aimerais en planter plus, mais pour cela, il me faudrait plus d'argent. Si la récolte est bonne, cet agriculteur peut espérer gagner entre 3 et 4 millions de francs CFA chaque année. Une fois récoltés, ils sont transportés au village et mis à sécher pendant 2 à 3 jours. Après la récolte, on trie les clous de girofle. Et c'est un travail qu'on fait en famille depuis des dizaines d'années. Ensuite, on les vend au gouvernement et c'est lui qui se charge de les exporter dans le monde entier. Les clous de girofle quittent alors les villages de Pemba. Direction l'île voisine d'Unguja, la plus grande de l'archipel, et sa capitale Stone Town, où les clous de girofle resteront quelques semaines avant d'être exportés dans le monde entier. Stone Town, une ville qui à partir du 19e siècle s'est enrichie grâce au commerce d'épices entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Ces bâtiments témoignent encore de ce glorieux passé. À l'époque, c'est le sultan d'Oman qui a introduit les premiers girofliers sur l'île. En quelques années, Zanzibar devient le premier producteur au monde. À partir de là,
le clou de girofle va jouer un rôle clé dans l'économie de l'archipel, comme en témoigne Abdallah Rachid, guide de Staunton depuis 10 ans. Ça, les clous de girofle, c'est en fait, c'est l'or de Zanzibar. Et ça, c'est la culture un peu omanais, parce que c'était les Omanais qui amenaient pas mal d'arbres d'épices à l'époque. Ils ont trouvé que la terre de Zanzibar était très très riche, donc ils amenaient pas mal d'arbres d'épices. Ils ont essayé de planter à Zanzibar et c'était bien. Et comme ça, depuis longtemps, la première ressource naturelle du pays était les épices. Et en fait, maintenant, c'est le tourisme. Mais à l'époque, c'était les épices, la première ressource naturelle du pays. Depuis cette époque, Zanzibar est resté un des principaux producteurs au monde de clous de girofle. Aujourd'hui, il est encore 3e derrière l'Indonésie et Madagascar. La culture de cette épice reste stratégique pour l'archipel. En effet, le clou de girofle est la 2e source de revenus de Zanzibar après le tourisme. En 2018, les 8000 tonnes exportées ont rapporté 56 millions de dollars. Ces 10 dernières années, c'est 300 millions de dollars qui sont entrés dans les caisses de l'État. Une manne financière indispensable à cet archipel dont la balance commerciale est déficitaire. Le gouvernement zanzibari, à travers une entreprise d'État, le ZSTC, est le seul à pouvoir acheter la production des agriculteurs et à pouvoir l'exporter. Le clou de girofle est une culture stratégique pour Zanzibar. C'est pourquoi nous gardons la main sur le commerce de cette épice. Le clou de girofle est vraiment important pour notre balance commerciale. Il représente 80% de nos exportations. Vous voyez bien à quel point c'est important pour nous, et c'est comme ça depuis 150 ans. Ici, il n'y a aucun autre produit qui peut rivaliser avec le clou de girofle en termes d'exportation. Dans les années à venir, le gouvernement veut augmenter la production de clous de girofle à Zanzibar. Et pour cela, il compte sur ses pépinières de girofliers. Ce matin, ces 2 agronomes du ministère de l'Agriculture viennent inspecter leur pépinière créée il y a 2 ans. Cette plante a à peine 3 à 4 mois. Nous la transporterons dans un champ dans 8 mois environ. L'année passée, cette pépinière a produit 22 000 jeunes girofliers. L'année prochaine, elle table sur le double. Sur toute l'archipel, le gouvernement espère produire 300 000 pieds par an dans les années à venir. Ceux-ci seront ensuite distribués gratuitement aux agriculteurs. Les planteurs seront ensuite formés par ces ingénieurs agronomes aux bonnes pratiques agricoles. Le but, doper la production, tout comme la productivité de leur plantation, et donc permettre à l'archipel d'exporter encore plus. Si les agriculteurs respectent bien nos recommandations lorsqu'ils plantent ces jeunes pousses, ils auront plus de girofliers sur leur plantation. Et donc, ils récolteront plus de clous de girofle. Si on augmente la production, ça fera plus d'argent pour les agriculteurs et leurs familles, mais aussi pour l'État. Ça va faire entrer les devises et permettre au gouvernement de développer Zanzibar. Développer l'économie de l'archipel grâce aux exportations de clous de girofle, c'est l'objectif numéro 1 du gouvernement de Zanzibar. Il veut aussi accélérer la transformation locale des épices. Depuis des siècles, les Zanzibaris transforment le clou de girofle en produits cosmétiques traditionnels. Dans ce petit village du centre de l'île, un groupe de femmes confectionne un baume de massage. Le clou de girofle préalablement moulu est mélangé avec des huiles essentielles telles que l'ilang-ilang afin d'obtenir une pâte. Une fabrication qui reste artisanale. Nous sommes en train de préparer une huile de massage traditionnelle à base de clous de girofle. C'est un produit qu'on prépare depuis des générations. À Zanzibar, le clou de girofle fait partie de notre quotidien. C'est vraiment une culture très importante pour notre économie. Ces pots seront ensuite vendus 800 francs CFA pièce sur les marchés de l'archipel. Depuis peu, l'État s'est lancé dans la transformation à plus grande échelle. En banlieue de Staunton,
il vient d'ouvrir une petite unité. Nassor Saloum est un des responsables. Ce matin, il vient voir l'avancée de la production. Ici, on retrouve la star des épices de Zanzibar, le clou de girofle, mais pas seulement. Sur cette table, de la cannelle ou encore du poivre. Quand les épices arrivent ici, on commence par les trier. On garde celles qui sont de bonne qualité et on jette les épices en mauvais état. On doit vraiment faire attention car on veut faire un produit de la meilleure qualité possible. Un travail de fourmi effectué par ces ouvrières afin de garder les meilleurs grains. Certaines épices seront moulues, d'autres placées telles quelles dans ces flacons. Si ce manager recherche une qualité premium, c'est que depuis quelques années, l'entreprise a lancé des produits haut de gamme. Ces coffrets d'épices au packaging soigné. Jusqu'alors, les épices étaient transformées uniquement pour le marché local et vendues en moyenne 4 fois moins cher. Ces coffrets, distribués dans les hôtels et les aéroports, ciblent les touristes étrangers capables de débourser 12 000 francs CFA. Une nouvelle stratégie qu'elle espère payante sur le long terme. For this time, clove is based on international market because Zanzibar we have no processing industry. Nous visons le marché international. Jusqu'à aujourd'hui, on ne transformait presque rien. On exportait toute notre matière première à l'étranger et c'est là-bas que les clous de girofle étaient transformés. C'est là-bas aussi que se fait toute la valeur ajoutée. Si on se met à transformer plus, ça va être bon pour nous. La valeur ajoutée se fera à Zanzibar et ça va pousser les gens à investir. Si le gouvernement cible en particulier les touristes, c'est qu'ils sont toujours plus nombreux à venir sur l'île et ce, même en période de pandémie. La raison, Zanzibar n'a pas fermé ses frontières. Des touristes qui viennent surfer sur les eaux turquoises, mais aussi découvrir les parfums de l'archipel comme ici, à 1 heure de Stone Town. Ce matin, ces voyageurs originaires de Roumanie vont découvrir comment poussent les différentes épices de Zanzibar au cours d'une balade dans les plantations. Tous ces arbres que vous voyez ici, ce sont des canneliers. Cet arbre, on l'appelle le roi des épices, parce que tout est utilisé. Les feuilles, l'écorce et les racines. Noix de muscade, cannelle, curcuma, vanille. Une à une, leur guide leur fait sentir, mais aussi goûter les épices de l'archipel. Coût de la balade, 25 000 francs CFA. Pour ces touristes, le prix en vaut la chandelle. J'adore les épices, notamment le poivre. Je suis venu car je voulais voir comment elles poussent dans leur environnement naturel. Ces touristes rapporteront peut-être dans leurs valises quelques-uns de ces trésors, et le plus célèbre d'entre eux, le clou de girofle.